Pendant 7 ans, j'ai payé un loyer pour dormir dans le sous-sol de mes parents, alors que ma sœur vivait à l'étage gratuitement. Grand-père l'a découvert pendant le dîner de Thanksgiving et a offert à mon père la pire nuit de sa vie. La voix de l'avocate au téléphone était calme, comme celle des chirurgiens. Non. Pas parce que tout allait bien, mais parce qu'ils avaient vu pire et savaient exactement ce qui allait suivre. Monsieur Ethan, dit-elle, votre grand-père m'a demandé de vous contacter concernant une affaire financière. J'étais assis par terre dans mon nouvel appartement, pas encore de canapé, juste une boîte de vaisselle non déballée, un sac de couchage sur le parquet, et le premier silence que je ressentais depuis des années. Le bon genre de silence, celui qui ne pèse pas sur la poitrine. Quel genre d'affaires financières, demandai-je. Il y a des documents, dit-elle. 7. En de paiements effectués sur le compte familial de votre père, le genre de documents qui tiennent en cours. Je ne dis rien pendant un long moment. Dehors. Devant ma fenêtre, une voiture passa. Un chien aboya quelque part 2 étages. Plus bas. Des sons normaux. Des sons libres. Combien, demandai-je finalement. J'entendis des papiers se déplacer. Avec les intérêts calculés au taux standard que votre grand-père propose, 67 200 $. Mon dos heurta le mur derrière moi. 67 000 $. Voilà ce que valent cette année passée dans un sous-sol, apparemment. C'est ce que coûte le fait d'être l'enfant modèle. Mais je m'avance un peu. Pour comprendre pourquoi un entrepreneur en électricité à la retraite, du nom de Harold Marsh, mon grand-père, Papy a posé sa fourchette sur une table de dîner dans l'Ohio rural et a changé le cours entier de ma vie. Vous devez comprendre à quoi ressemblait cette table de dîner pendant les 7 années précédant cette nuit. J'ai emménagé dans le sous-sol de mes parents quand j'avais 19 ans. C'est la partie qui ne fait pas bonne impression sur le papier. Je sais. Un jeune de 19 ans emménage dans le sous-sol de ses parents. J'entends déjà les roulements d'yeux. Mais voici ce que le titre met, je travaillais 40 heures par semaine dans un entrepôt de distribution, prenais 2 cours du soir au collège communautaire, et l'appartement que je partageais avec 2 colocataires venait de se dissoudre quand l'un d'eux avait sauté le loyer. 3 mois de suite. Et le propriétaire nous avait donné 30 jours pour partir. J'avais 340 $ sur mon compte courant. J'avais 19 ans. J'ai appelé ma mère. Bien sûr, dit-elle, rentre à la maison. Mon père, Richard, tout le monde l'appelle riche, ce que mon grand-père a un jour qualifié de nom le plus ironique qu'un homme puisse porter, ou est venu me voir la 2e semaine avec ce qu'il a appelé une conversation sur la responsabilité. Tu es un adulte maintenant, dit-il, debout dans l'embrasure de la porte du sous-sol. Ce n'est pas un séjour gratuit. Je lui ai dit que je comprenais cela. Je voulais contribuer. 8 cents $ par mois, dit-il, toujours debout dans l'embrasure de la porte du sous-sol. Ça couvre ta part des charges, de l'entretien, et de l'espace. J'avais 19 ans. 800 $ me semblait une somme équitable pour un endroit où me poser. J'ai dit, d'accord. Je n'ai pas demandé de bail. Je n'ai pas demandé de reçu. Je n'ai pas demandé ce que signifiait « entretien » exactement. Ni pourquoi cet espace a un sous-sol avec une salle de bain qui fuyait et que j'ai réparé moi-même grâce à des tutoriels YouTube valait 8 cents $ par mois. Dans un code postal où l'on pouvait louer un appartement d'une chambre pour 650 $. J'avais 19 ans. Je faisais confiance à mes parents. C'est la partie qui vous fera soit me plaindre, soit penser que j'étais un idiot. Peut-être que les deux sont vrais. Ma sœur Claire avait 25 ans à l'époque, et vivait dans un appartement en ville. Avec son petit ami Marcus. Elle venait le dimanche. Elle était bruyante et drôle, et elle et ma mère avaient le genre de relation proche où elle pouvait parler pendant 3 heures sans en avoir fini. J'aimais Claire à l'époque. Sincèrement. Pendant les 2 années suivantes, les choses allaient bien. Pas chaleureuses, exactement,
mais fonctionnel. Je travaillais. Je payais. J'économisais lentement. Je suivais mes cours. Je construisais quelque chose. Puis Marcus est parti la première fois. Claire est arrivée chez mes parents avec 2 sacs poubelles et sa fille Lily, qui avait 14 mois, et elle a emménagé dans son ancienne chambre à l'étage. Ma mère a pleuré de joie à table ce soir-là. Mon père a fait griller des steaks. Personne n'a parlé de loyer. Je veux être précis ici, car on m'a accusé d'exagérer cette histoire. Alors, laissez-moi simplement vous donner les faits. Clairs et spécifiques, tels que mon grand-père les a finalement exposés à cette table. Claire est revenue vivre à la maison quand Lily avait 14 mois. Au cours des 6 années suivantes, elle a eu un autre enfant, un fils nommé Owen, s'est réconcilié avec Marcus 2 fois, l'a mis à la porte 2 fois, l'a repris une 3e fois, et était, au moment du dîner que je m'apprête à décrire, techniquement séparé de lui de nouveau. Alors qu'il dormait sur le canapé 3 nuits par semaine. Pendant ces 6 années, Claire n'a rien payé pour vivre dans cette maison. Ni loyer, ni charge, ni courses. Ma mère s'occupait des 2 enfants 5 jours par semaine, à temps plein, sans être payée, ce qui a permis à Claire d'économiser environ $1,600 par mois en frais de garde, qu'elle n'a jamais eu à considérer. Moi, pendant ces mêmes 6 années, j'ai payé $800 par mois, sans un seul paiement manqué. J'achetais ma propre nourriture. Je payais la moitié de la facture d'Internet, car mon père avait décidé que c'était juste. Je payais mon propre téléphone, mon assurance auto, tout le reste. J'ai aussi réparé la chaudière 1 fois, la salle de bain du sous-sol 2 fois. J'ai repeint la terrasse arrière. J'ai pelleté chaque chute de neige sur l'allée. Avant 6 heures du matin, car le dos de mon père lui faisait mal et les enfants de Claire auraient pu glisser. Si vous faites le calcul, de 19 à 26 ans, cela fait 7 ans, 12 mois chacun, $800 par mois, soit $67,700. Je n'avais pas de calculatrice assez sophistiquée pour me détester à l'époque. J'avais juste un compte courant qui ne dépassait jamais les $3,000, et un sentiment croissant, sans nom, que je perdais quelque chose que je ne pourrais jamais nommer tant que ce ne serait pas parti. Puis papy est venu pour Thanksgiving. Mes grands-parents ne venaient pas souvent. Papy allait mamie. Irène vivait à 3 heures de là, dans une maison que mon grand-père avait construite de ses propres mains en 1974. Je le dis littéralement, il a coulé les fondations lui-même. Et à 78 ans, la route le fatiguait. Mais ce novembre-là, ils sont venus. Papy. Elle est le genre d'homme qui ne dit pas grand-chose. Alors quand il parle, la pièce se tait. Il a des mains de contracteur, larges, cicatrisées, rugueuses. En permanence, et une habitude d'observer les gens comme il regardait. Probablement des plans, cherchant où la charge était mal répartie. Nous nous sommes assis pour le dîner, dinde, gratin de haricots verts, la bonne vaisselle que ma mère ne sortait que pour les grandes occasions. J'étais assis en face de Claire. Elle était sur son téléphone, envoyant des SMS, une main posée distraitement sur le dos d'Owen, tandis que Lily se battait avec sa fourchette à quelques centimètres du coude de mamie Irène. Papy m'a demandé comment se passait le travail. Je lui ai dit que j'avais eu une petite augmentation. Superviseur de car maintenant. 22 de l'heure. Bien, dit-il. Il coupait sa dinde avec la précision et le soin qu'il mettait dans tout. Tu économises? Et je n'ai même pas réfléchi avant de répondre. C'est sorti. Honnête et fatigué, comme la vérité devient quand on la porte si longtemps. Qu'elle cesse d'être lourde et devient simplement notre posture normale. Environ 1100, ai-je dit. C'est lent. Entre le loyer et les charges. La fourchette de papy s'est arrêtée. Pas de manière dramatique. Pas comme dans un film. Elle s'est juste arrêtée. À mi-chemin entre son assiette et sa bouche,
suspendu dans les airs. Loyer, dit-il. La table était encore bruyante. Owen chignait. Ma mère demandait à Claire si elle voulait plus de sauce. Mon père en était déjà à son deuxième verre de vin. Oui, dis-je. 8 cents par mois. Papy posa sa fourchette, et la table se tut. Pas d'un coup. Ça s'est passé comme le son meurt quand quelqu'un éteint un haut-parleur, une couche à la fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mamie Irène a mis sa main sur sa bouche. Mon père a levé les yeux de son vin. Vous leur payez un loyer? Dit papy. Ce n'est pas un loyer, intervint ma mère. Vite. Trop vite. Ce sont des dépenses du ménage. J'habite au sous-sol, dis-je. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai dit à ce moment précis, mais c'est sorti. Mesuré, calme et vrai. J'achète ma propre nourriture. Je paie la moitié des charges. Mon propre téléphone. Ma propre assurance. Tu habites au sous-sol. Répéta papy. Pas une question. Un document lu à haute voix. La tête de Claire se leva de son téléphone. Tu fais ça comme si c'était de l'abus. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin. Elle croisa les bras. Sa voix avait cette intonation particulière qu'elle utilisait quand elle voulait me faire porter le blâme. J'ai 2 enfants, Ethan. Tu ne paies pas de garderie. Maman les garde 5 jours par semaine. Le rouge monta rapidement au visage de Claire. La main de mon père frappa la table. Pas fort, mais fermement. Ça suffit. Grand-père ne bougea pas. Il regarda Claire longuement. Pas en colère, juste en lisant. Et puis il dit très doucement, tu paies quelque chose pour vivre ici? Le silence qui suivit fut sa propre réponse. Mon père parla pour elle. Elle est en train de se reconstruire. Depuis combien de temps, dit grand-père. Est-elle en train de se reconstruire? Personne ne répondit non plus à celle-là. Ce qui s'est passé ensuite est la partie que j'ai rejouée dans ma tête. Environ 10 000 fois depuis cette nuit-là, et ça ne me semble toujours pas réel. Papy a repoussé son assiette. Doucement, délibérément. Ethan a commencé à payer à 19 ans, dit-il. Sa voix était égale, comme la glace est plate, lisse. En surface, capable de se fissurer sous le poids exact. Claire a 32 ans, avec 2 enfants qu'elle a choisi d'avoir et un homme qu'elle reprend à chaque fois qu'il frappe à la porte. Claire se leva si vite de sa chaise qu'elle glissa en grinçant sur le sol. Comment oses-tu? Assieds-toi. Elle s'assit. Je veux laisser ça atterrir une seconde, parce que je dois vous faire comprendre. En 32 ans, personne n'avait jamais fait asseoir Claire. Ni mon père. Ni Marcus, qui avait un jour traversé un panneau de cloison sèche de son poing. Ni ma mère, qui était fondamentalement incapable de la confronter. Toute ma vie, Claire s'était levée quand elle voulait. Sortait des pièces. Élevait la voix, changeait de sujet, faisait sentir à quelqu'un d'autre qu'il était responsable de son malaise. Elle s'est assise pour Papy Hall. Il se tourna de nouveau vers moi. Économie? Environ 1100. Il ferma les yeux. Non pas de détresse. Plutôt comme un homme qui absorbe un chiffre et décide de ce que cela signifie. Mon père ricana. C'est parce qu'il le gaspille. Je le regardais. Pourquoi? Exactement? Des jeux. Des plats à emporter. Tout ce que tu fais là-bas. Je n'ai pas acheté de jeux depuis 2 ans, papa. Je prépare mes propres repas. Parce que personne ne me garde de dîner quand je travaille tard. Les yeux de Mamie Irène se posèrent sur ma mère. Ma mère baissa les yeux vers son assiette. Ce petit échange de 3 secondes disait tout ce qui n'avait jamais été dit en 7 ans. Papy se leva.
Prends ton manteau. Je clignai des yeux. Quoi? Tu viens avec nous. Mon père bondit de sa chaise comme un homme qui avait oublié que son corps avait des règles. Absolument pas. Ce toi, dit Papy, sa voix tombant à quelque chose qui n'était pas une menace mais en était proche, a été acheté avec l'argent de la succession de mon père. Mon argent. Ne teste pas ma mémoire, Richard. Ce fut la première fois de la soirée que mon père n'avait absolument rien à dire. J'ai fait ma valise en 15 minutes. 2 sacs de sport. Un sac à dos. Je me tenais au milieu du sous-sol. Cette pièce au plafond bas, légèrement humide, qui avait été tout mon monde. Pendant 7 ans, et je réalisais que tout ce que je possédais tenait en 20 minutes. J'étais là depuis 7 ans, et je n'avais pas accumulé assez pour rendre le départ difficile. Cela aurait dû me briser. Au lieu de cela, cela ressemblait à une clé qui tourne. Ma mère pleurait dans la cuisine quand je suis monté. 2 vraies larmes. Je le crois. Ce n'est pas une femme cruelle. C'est juste le genre de personne qui prend des décisions en n'en prenant pas, qui laisse le chemin de moindre résistance creuser le canyon, et qui est ensuite sincèrement surprise de sa profondeur. Claire était sur son téléphone, chuchotant rapidement à quelqu'un. Probablement Marcus. Probablement déjà en train de préparer le coup. Mon père se tenait près de la porte d'entrée, les bras croisés, faisant ce qu'il faisait toujours quand il se sentait dépassé, affichant une autorité qu'il n'avait plus. Sors ce soir, dit-il. Ne reviens pas en rampant quand le monde réel te frappera. Grand-père s'interposa directement entre nous. Le monde réel, dit-il à mon père, lui permet aussi de garder sa dignité. Il ouvrit la porte. Je sortis. 3 SMS arrivèrent avant que nous ne franchissions la ligne du comté. Papa. Tu as embarrassé ta mère. Claire, j'espère que papy appréciera de te payer. Maintenant. Maman, appelle-moi quand tu te seras calmé. J'ai retourné le téléphone face contre mon genou. Grand-père m'a vu le faire. Dans le rétroviseur. Il n'a pas dit un mot. Il a juste conduit. Mamie Irène a tendu la main depuis le siège passager et l'a posée sur mon genou. Une petite tape douce. C'est tout. J'ai dû regarder par la fenêtre pendant une dizaine de miles avant de faire à nouveau confiance à mon visage. J'ai passé 2 semaines chez mes grands-parents. La maison de papy allait le genre d'endroit qui vous fait quelque chose de spécial quand vous avez vécu dans un sous-sol. Les plafonds sont hauts, la lumière est généreuse, et tout est exactement à sa place. Parce qu'un homme qui construit sait que fonction et dignité sont le même mot. Il ne m'a pas poussé. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il se levait à 5h30 tous les matins, faisait du café et lisait le journal à la table de la cuisine. Et si je descendais me servir une tasse, il acquiesçait, et c'était tout. L'accueil. Le 3e jour, il a posé un dossier devant moi au petit déjeuner. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires. 7 ans de virement de mon compte courant vers un compte joint au nom de mes parents. Chacun d'eux. 800 dollars. 800 dollars. 800 dollars. Le même rythme qu'un battement de cœur. Inlassable et régulier. Je surveille ton compte depuis que tu as emménagé. Dit-il. Comment? J'ai co-signé ton premier compte courant. Ton père pensait que c'était pour son bénéfice. Une pause. Ce n'était pas le cas. Je fixais les relevés. 84 paiements. 67 200 dollars au total. Le chiffre ne me semblait pas réel. Cela ressemblait à la perte de quelqu'un d'autre. Le genre de choses que l'on lit dans le journal et qui attriste, puis on plie la page. Qu'est-ce que cela signifie, demandai-je. Cela signifie, dit-il, que j'ai une très bonne avocate. J'ai signé un bail pour un appartement d'une chambre en décembre.
mon nom, mon compte, mon dépôt de garantie, que papier a couvert comme ce qu'il a appelé une correction rétroactive. L'appartement était au 3e étage. Il y avait des fenêtres sur 2 murs. Les plafonds étaient de 9 pieds. Je me tenais dans le salon vide le jour où j'ai eu les clés, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps que je ne l'ai même pas reconnu immédiatement. J'y suis resté probablement 3 minutes avant de réaliser ce que c'était. C'était la sensation de ne rien anticiper. Claire a appelé un samedi matin 3 semaines après que j'ai emménagé. J'ai besoin de toi samedi. Je suis occupé. Avec quoi? Ma vie. Elle a ri. Ce son bref et sec qu'elle faisait quand elle voulait rejeter quelque chose sans avoir à en discuter. Un appartement, et tout d'un coup, tu es trop bien pour nous. Je ne suis pas trop bien, Claire. J'en ai juste marre. Silence. Puis, d'une voix qui était probablement censée sembler menaçante, tu le regretteras. J'ai raccroché. 30 secondes plus tard, un numéro inconnu a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose, peut-être les 2 tasses de café, peut-être la qualité particulière de la lumière du matin filtrant à travers ces fenêtres du 3e étage, m'a fait décrocher. Monsieur Ethan? La voix était mesurée et professionnelle. Féminine. Le genre de voix qui coûte 4 cents de l'heure. Mon nom est Patricia Dunmore. Je suis avocate dans le comté de Whitmore. Votre grand-père m'a demandé de vous contacter concernant une affaire financière. Je me suis assis par terre, le dos contre le mur. Je n'avais toujours pas de canapé. Quel genre d'affaires financières? Il y a des documents de 7 ans de paiement effectués sur le compte familial de votre père, dit-elle. Le genre de documents qui tiennent très bien en cours civil, surtout lorsqu'ils sont associés à des preuves que la partie qui recevait ces paiements les a présentés comme une condition de résidence plutôt que comme des contributions volontaires. Ma bouche était sèche. Est-ce que c'est différent légalement? Significativement, dit-elle. L'un est un cadeau. L'autre est un contrat. Les contrats ont des recours. Est-ce différent légalement? Significativement, dit-elle. L'un est un cadeau. L'autre est un contrat. Les contrats ont des recours. Quel genre de recours? Cela dépend de ce que votre grand-père et vous décidez de poursuivre. Une pause. Mais il m'a demandé de vous donner un chiffre d'abord, avec les intérêts. Calculé au taux standard de l'Ohio, 67 200 $. Je ne dis rien pendant un long moment. Monsieur Ethan, je suis là. Souhaitez-vous fixer un rendez-vous? Patricia Dunmore avait 17 ans d'expérience en litige civil et une réputation dans le comté de Whitmore que mon grand-père décrivait comme le genre de réputation que les gens respectent parce qu'ils l'avaient vu perdre une fois et regrettaient d'avoir provoqué cela. Elle avait 52 ans, était précise et possédait l'énergie particulière de quelqu'un qui aimait sincèrement trouver le mur porteur d'un argument et le retirer avec soin. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau un jeudi après-midi. Papy elle était assis à côté de moi dans un fauteuil en cuir marron qu'il avait visiblement déjà accueilli. Voici ce que nous avons, dit-elle en ouvrant un dossier en papier. Pièce A, la plate et elle, et je réalisais qu'elle pensait déjà à cela comme à une affaire depuis un certain temps. 7 ans de virement mensuel de 800 $, régulier au jour près, de votre compte vers un compte joint détenu par Richard et Suzanne Marsh. Elle posa un relevé bancaire imprimé sur le bureau, surligné en jaune, chaque transaction. Ici, continua-t-elle, glissant un autre document, est un échange de messages. Texte de juin de l'année dernière dans lequel votre père vous rappelle explicitement, et je paraphrase, que votre résidence continue est subordonnée au maintien des paiements. Je me souvenais de ce texte. Il l'avait envoyé quand j'avais 3 jours de retard un mois, car mon salaire avait été retardé.
Ce n'est pas de la charité, Ethan. Nous avons besoin du paiement à temps, ou nous devrons revoir l'arrangement. J'avais fait une capture d'écran et l'avais oublié. Apparemment, Papy ne l'avait pas fait. Et ici, dit-elle, est une lettre certifiée que j'ai déjà rédigée à votre père, l'informant que nous sommes prêts à intenter une action civile pour recouvrer le montant total, plus les intérêts, en vertu de la doctrine de l'enrichissement sans cause de l'Ohio. Je regardais Papy. Il regardait les documents avec la même expression qu'il utilisait pour les plans. Méthodique, satisfait d'une architecture solide. Ils peuvent se battre, dis-je. Ils peuvent essayer, dit Patricia. Mais je veux vous montrer autre chose. Elle fit glisser une page de plus sur le bureau. C'était un relevé de propriété. La maison de mes parents. Achetée en 1997. La compte, 14 000 $, provenait d'un compte détenu par Harold et Irene Marsh. Lorsque vos grands-parents ont contribué à cet acompte, expliqua Patricia. Il y avait une entente, pas un privilège formel, mais une entente documentée. Dans une lettre que votre grand-père a conservée. Selon laquelle la propriété serait gérée de manière responsable et que tout arrangement financier au sein du foyer serait pris en compte. Serait raisonnable. Papy parla enfin. J'ai écrit cette lettre la semaine où ils ont signé l'hypothèque. Richard n'a jamais demandé ce que cela signifiait. Il a supposé que je faisais preuve de générosité. Il fit une pause. J'étais prudent. Je fixai la lettre. Elle était datée de 1997. Papy avait été prudent. Depuis 1997. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Patricia croisa les mains. Nous leur donnons 2 semaines pour répondre à la lettre de mise en demeure. S'ils acceptent un arrangement de remboursement, nous réglons. S'ils ne le font pas, elle laissa la phrase respirer, nous déposons plainte. Et le dépôt devient un dossier public. La lettre de mise en demeure. S'ils acceptent un arrangement de remboursement, nous réglons. S'ils ne le font pas, elle laissa la phrase respirer, nous déposons plainte. Et le dépôt devient un dossier public. La lettre de mise en demeure fut envoyée un vendredi. Le lundi matin, mon père m'avait appelé 4 fois. J'ai laissé les 4 aller à la messagerie vocale. Messagerie vocale 1, Ethan, c'est absurde. Appelle-moi. Messagerie vocale 2, ton grand-père sème le trouble sans raison. C'est une affaire de famille. Messagerie vocale 3, long silence puis. Ta mère est bouleversée. J'espère que tu es fier de toi. Messagerie vocale 4, écoute, on peut en parler. Il n'y a aucune raison d'impliquer des avocats. Claire m'a envoyé 2 SMS. Premièrement, tu te rends compte de ce que tu fais à cette famille. Deuxièmement, Marcus dit que tu es manipulé par un vieil homme. Je les ai tous sauvegardés. Et les ai transférés à Patricia. Parfait, dit-elle. Continuez à tout sauvegarder. Puis ma mère a appelé. J'ai répondu à celle-là. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que ses pleurs le soir de Thanksgiving avaient été réels, et que je n'avais pas pu les oublier. Ethan, dit-elle, la voix pleine. S'il te plaît, maman, ça va tout détruire. Je m'appuyais contre mon comptoir de cuisine et regardais par là. Fenêtre un ciel gris de janvier. Maman, sais-tu combien j'ai payé au fil des ans? Silence. 67 000 $. Maman, depuis que j'ai 19 ans. Plus de silence. Je ne savais pas. Ton père s'en occupait. Je sais, dis-je. C'est la partie qui fait probablement le plus mal, honnêtement. Elle commença à dire autre chose. Je lui dis que je l'aimais. Je lui dis de parler à Patricia si elle voulait discuter du règlement. Puis j'ai raccroché.
Mes mains étaient parfaitement stables. Cette stabilité m'a surpris plus que toute autre chose pendant cette période. La négociation du règlement a duré 11 jours. Mon père a engagé un avocat, un homme nommé Gérald Foss, que Patricia m'a ensuite décrit comme compétent et convenablement vaincu. Et les 4 ont passé 1 semaine et demie à négocier via des haut-parleurs et des chaînes de mai pendant que j'allais travailler et rentrais chez moi dans mon appartement et dormais dans un vrai lit avec de vraies fenêtres montrant un vrai ciel. La position de mon père, initialement, était que les paiements étaient des contributions volontaires aux dépenses du ménage, et non un loyer. Et donc non recouvrables. La position de Patricia était que les messages textes, la régularité des paiements, les conditions attachées à la résidence et la lettre de propriété de mon grand-père peignaient ensemble un tableau que Gérald Foss n'allait pas apprécier de présenter à un juge. Gérald Foss a apparemment été d'accord avec cette évaluation. Car le 11e jour, il a appelé Patricia et a dit que ses clients étaient prêts à régler. Le chiffre qu'ils ont proposé en premier était de $15 000, répartis sur 5 ans. Patricia m'a appelé pour me le communiquer avec ce que je ne peux décrire que comme un amusement professionnel dans sa voix. Devrais-je me moquer d'eux, dit-elle, ou préféreriez-vous? Dites-leur, dis-je, que nous les verrons au tribunal. 3 jours plus tard, Gérald Foss rappela. $42 000. Montant forfaitaire. Patricia contre-attaqua à $60 000 sur 18 mois. Ils s'entendirent sur $55 000. Structuré comme $10 000 immédiatement et 2500 $ par mois pendant les 18 mois suivants. Mon père a signé l'accord un jeudi après-midi de février. Je n'étais pas dans la pièce. Patricia m'a appelé ensuite et m'a lu les conditions de sa voix d'avocate. Mesuré, et je me suis assis par terre dans mon appartement. J'avais un canapé. Alors, mais les vieilles habitudes, et j'ai fixé le plafond. C'est fait? Dit-elle. Ouais, dis-je. Ça va? J'y ai réfléchi sincèrement. Je crois que oui. Oui. Votre grand-père voulait que je vous dise quelque chose quand tout cela serait conclu. Quoi? Elle fit une pause, et j'eus l'impression que même Patricia Dunmore, avec 17 ans d'expérience en litige civil, trouvait ce message particulier digne d'être noté. Il a dit, la maison est à lui, mais les fondations étaient les miennes. J'ai juste rappelé à tout le monde laquelle portait le poids. 6 mois plus tard, de la manière petite mais spécifique dont la vie se recalibre après un événement sismique, les choses avaient pris une nouvelle forme. Mes parents étaient toujours dans leur maison. Le règlement de $55 000 provenait en partie d'une ligne de crédit hypothécaire refinancée, ce qui signifiait que mon père me remboursait en utilisant une maison que la comte de Papy en 1997 avait contribué à construire. Il y a une géométrie à cela que j'apprécie toujours. Claire et Marcus s'étaient réconciliés à nouveau. Je le sais parce que ma mère me l'a dit lors de l'un d'eux. Nos appels téléphoniques désormais bi-hebdomadaires. Nous étions en train de retrouver quelque chose. Ce n'était pas ce que nous avions eu, mais c'était plus honnête. Elle avait cessé de se défendre et avait commencé à s'excuser, ce qui était lent, imparfait et réel. J'avais recommencé à prendre des cours. Un programme de 2 ans en technologie. De génie électrique. L'influence de Papy, peut-être. Ou peut-être juste la chose. Qui avait enfin de la place pour grandir. J'avais des économies pour la première fois de ma vie d'adulte. De vraies économies. Pas le genre qui permet tout juste de s'en sortir, mais le genre qui donne l'impression d'avoir un terrain solide sous les pieds. J'avais un canapé. J'avais des plantes. J'avais une voisine nommée Delila qui a frappé un samedi matin pour me demander si je voulais partager une commande de pizza, et j'ai dit oui, et c'est devenu une habitude que j'étais encore en train de définir. Je n'avais pas eu de nouvelles directes de Claire depuis qu'elle m'avait envoyé un texto à propos de Marcus, et Papy l'appelait tous les dimanches.
Pas de longs appels. Ce n'était pas un homme de longs appels. 10 minutes. Peut-être 15. Il me demandait des nouvelles du travail, des études, si j'avais réparé le robinet qui goûtait dont j'avais parlé 2 semaines auparavant. Un dimanche de juillet, vers la fin de l'appel, j'ai dit, « Papy, pourquoi as-tu gardé ces relevés bancaires pendant 7 ans ?» Une pause. « Je les ai gardés, dit-il, parce que je construis des choses depuis assez longtemps pour savoir qu'un problème de fondation ne se résout pas de lui-même. On le documente. On attend le bon moment, et puis on le corrige avant que toute la structure ne s'effondre. » Une autre pause. « J'aurais dû le corriger plus tôt, dit-il. Je suis désolé que cela ait pris si longtemps. J'ai dû laisser cela décanter un instant. C'est bon, dis-je. Non, dit-il. Mais c'est mieux maintenant. Il avait raison sur les 2 points.